Ça va être très dur. Ouais, c'est super. Mais c'est juste, du coup, comme ça, je vois que j'ai déjà 9 minutes dans les dents. Mesdames, messieurs, je pense qu'on va essayer d'engager cette dernière étape de notre après-midi. Je sais que la journée a été dense, on est tous déjà bien nourris. Et pourtant, on a encore une étape importante à franchir, qui est celle de cette table ronde finale, cette première journée, autour du bilan des 10 ans de la loi ALUR. Pour rappel, en 2014, la loi ALUR, dite loi Duflot, pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, est venue donner une définition légale à l'habitat participatif, ainsi qu'aménager le code de l'urbanisme pour prendre en compte l'habitat mobile et réversible. Pour rappel, cette loi a aussi créé les OFS, donc ce fut quand même un grand texte. 10 ans plus tard, Habitat Participatif France a eu la volonté d'initier un travail de bilan du chemin parcouru, parce que depuis 10 ans, on bataille beaucoup avec cette loi, même si elle a rendu des choses possibles, invitant la fédération Habicop et l'association Hameaux Légers à une écriture conjointe pour revenir vers les services de l'État et relancer un travail sur les points toujours bloquants. Dans la situation actuelle de mise en suspens des échanges avec l'État, évidemment, l'objet même de cette table ronde est quelque peu modifié, mais nous avons eu le souhait et le souci de partager un certain nombre de points avec vous. Et Hameaux Légers ne sera plus présent dans les ateliers. On a eu beaucoup de mal à construire, j'ai eu beaucoup de mal à construire le timing de cette table ronde qui est très chronométrée, vu ce qu'on a à partager. Et du coup, ce qu'on va vous proposer, c'est un parcours en 2 temps. Un premier temps dans lequel nous évoquerons de façon synthétique les principales avancées et les points d'achoppement issus du texte de 2014, et un second temps autour des avancées construites depuis 10 ans grâce à la construction de réseaux d'acteurs engagés, collectivités, monde HLM, caisses de retraite, et sans parler évidemment de la résistance et de la robustesse des collectifs habitants. Je vais introduire un peu rapidement ce propos et puis passer la parole à mes collègues pour simplement redire que, comme cela a été présenté ce matin, la France est le seul pays européen à avoir adopté un cadre législatif pour l'habitat participatif, et dans un contexte où nous avons bénéficié d'un portage politique venant légitimer des initiatives habitantes préexistantes, reconnues comme devant être soutenues de par leur intérêt sociétal. Je voudrais juste rappeler que quand un projet de loi est préparé, il y a ce qu'on appelle une étude d'impact. On a pris l'habitude, nous, d'aller regarder les études d'impact, Habitat Participatif France. Et l'étude d'impact conduite par les services de l'État en juin 2013, donc au moment où se préparait cette loi, stipulait: issus d'initiatives collectives d'habitants voulant s'impliquer durablement dans la vie locale, ces opérations participent également au dynamisme de la ville, favorisent les mixités, les liens de solidarité et les échanges intergénérationnels. Donc il y a bien eu une prise en compte à ce moment-là de l'intérêt qu'apportaient ces initiatives habitantes et un processus tout à fait innovant de construction de la loi avec les parties prenantes, puisque nos associations ont été associées à l'écriture de la loi. Dans les législatives qui ont été adoptées à l'époque, il y avait l'idée d'instituer et de sécuriser, voire de soutenir, de permettre le développement de 2 grandes innovations. La première innovation était celle de consacrer les démarches d'autopromotion habitante, et la seconde, de consacrer un autre rapport à la propriété, que ce soit via l'attribution en jouissance pérenne, dans le cadre des SAA, ou via un statut de coopérateur habitant, dans le cadre d'une propriété collective et antispéculative propre à la coopérative habitant, dont vous parleront Pierre Lévy et Valérie Morel. Du côté de l'autopromotion,
pour faire vite, on peut dire qu'elle a été effectivement consacrée par la loi et, dans le même temps, complètement bloquée. Quand un particulier construit, il se couvre des risques constructifs en général en souscrivant une dommage ouvrage. Pour les collectifs qui font de même, le texte législatif, quelque peu poussé par les promoteurs à l'époque, a imposé des garanties supplémentaires pour sécuriser les deux statuts qui étaient créés en leur imposant une assurance complémentaire qu'on appelle la garantie financière, sans pour autant aller jusqu'au fait d'établir le dispositif qui permettait de la délivrer. Or, ce produit d'assurance s'est révélé introuvable sur le marché, et pour une part, d'ailleurs, ne relevant même pas du domaine de l'assurance. De ce fait, cette volonté de sécuriser a construit d'emblée une situation d'impasse, ne permettant aucune mise en œuvre des deux statuts nouveaux qui étaient créés par la loi ALUR pour spécifiquement permettre les opérations d'habitat participatif. Bon, heureusement, les anciens statuts utilisés de droit commun ne comportaient pas cette obligation, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nos associations, soit Habicop ou Habitat Participatif France, demandent la suppression de cette obligation. Et ce que je voudrais juste souligner, c'est que vous avez vu ce matin, nous avons toujours 72% d'autopromotion, ce qui veut dire que l'usage des statuts de droit commun nous a quand même permis, sans garantie financière, de pouvoir continuer à pouvoir avoir des projets portés par les habitants. Donc, pour vous montrer comment, en voulant sécuriser, on a en même temps, d'une certaine manière, handicapé, sans pour autant bloquer la volonté des habitants, fort heureusement. Et sur la deuxième innovation, je vais passer la parole d'abord à Pierre Lévy sur les notions de propriété sociétaire, pour que vous mesuriez également à quel point ce qui était porté en termes d'innovation reste pour nous une difficulté. Pierre, je te passe la parole. Merci Michel, bonjour à tous. Donc effectivement, je reviens sur ce qu'a dit Michel parce que c'est vraiment important de le comprendre. La loi ALUR, elle répondait à 3 enjeux qui étaient demandés par le mouvement citoyen, qui était le premier de pouvoir faire de l'autopromotion, donc que les habitants puissent se saisir eux-mêmes de la promotion collective de leur logement. Le deuxième, c'était de créer un autre rapport à la société avec les coopératives d'habitants, donc propriété plus collective et non spéculative. Et le troisième, celui sur lequel je veux insister maintenant, c'est celui de créer un statut d'occupation, de consolider plutôt, parce qu'il existait déjà, mais un statut d'occupation peu usité en France, qui est l'occupation en jouissance. C'est-à-dire qu'en France, on est soit en général occupant parce qu'on est propriétaire, soit parce qu'on est locataire. Et dans la jouissance, on a un mode d'occupation de ce logement qui est un peu particulier. Et il y a des jouissances différentes sur lesquelles je vais revenir très rapidement, mais on est à la fois occupant... alors je vais les prendre de façon très, très pragmatique, parce qu'on a deux justement qu'a consacré la loi ALUR et qu'il faut avoir en tête. Il y a pour les coopératives d'habitants, il y a la jouissance coopérative, c'est-à-dire que c'est un contrat coopératif qui est signé par le locataire et qui ne peut être signé que si l'occupant il est à la fois habitant et associé. C'est-à-dire qu'en même temps, il a des parts sociales. On ne peut pas simplement être que habitant avec un bail locatif ou que associé. On a créé ce nouveau type de contrat coopératif, donc ce nouveau type d'occupation qui est propre à la coopérative d'habitants et qui crée une nouvelle relation à son logement où on occupe son logement en jouissance. Et donc on est, on va dire, locataire et associé. Et dans la société d'autopromotion et d'attribution, qui est la deuxième forme créée par la loi ALUR, pardon, là on consacre l'attribution en jouissance, où on est quasiment propriétaire, on a les droits qui se rapprochent de ceux d'un propriétaire sur son logement, et associé. Et ce lien de « et associé », il est très, très particulier et très important, et c'est là-dessus qu'on veut insister quand on parle de logement en jouissance, parce qu'on n'est pas que propriétaire tout seul, on n'est pas que locataire face à une relation très unilatérale face à son bailleur, on est dans une relation d'être voisin et associé collectivement sur l'entretien, la gestion d'un bâti et l'organisation d'une vie collective. Et ça fait une différence tout à fait fondamentale. Alors, ces statuts, cette occupation en jouissance, elle existait déjà dans les statuts antérieurs à la loi ALUR. Les SCI et les SCIA, par exemple, sont des sociétés qui utilisent aussi certaines formes d'occupation en jouissance.
Et c'est ce qu'on continue actuellement d'utiliser, puisque les statuts de la loi ALUR, comme on a déjà commencé à le dire, et on va continuer, ne sont pas complètement efficients aujourd'hui. Et donc la raison pour laquelle on tient autant à pouvoir utiliser ces sociétés, et pourquoi est-ce que le fait d'être associé sont aussi importants, sont de 3 ordres. La première, c'est que ça permet, par le biais des règles statutaires de la société, de construire des règles d'administration spécifiques qui sont plus favorables à l'habitat participatif qu'un règlement de copropriété ou un règlement de bailleur social si on est locataire social. Donc, qui ne sont pas des statuts, mais qui sont un certain type de règles et de rapports à son propriétaire qui ne sont pas forcément favorables à des prises de décision au consentement, par exemple, ce qui se pratique de manière très usuelle dans les projets d'habitat participatif. Et ces règles de prise de décision au consentement, on peut les intégrer dans des statuts. Et du coup, quand on est occupant en jouissance et associé, on va pouvoir formaliser le fait que quand on prend une décision, on prend le temps d'écouter chacun selon un processus qui, techniquement, va construire finalement une unanimité. Là où j'habite, dans la SCI à l'Éco Libre, depuis 15 ans, donc c'est pas depuis qu'on y habite, mais c'est depuis qu'on a commencé à faire le projet, on n'a jamais voté une seule fois. Et donc, on ne s'est jamais retrouvé dans une situation où il y avait une minorité qui ne se sentait pas entendue et qui s'opposait à une majorité qui imposait quelque part sa vérité à tout le monde et qui, quand ça commence à cristalliser, ça produit du clivage, ça conduit du conflit. Et je vous passerai la référence à l'actualité actuelle, mais que tout le monde a bien vu. En tout cas, c'est plus facile, effectivement, d'avoir ce type de processus. Donc, règles d'administration spécifiques. Deuxième enjeu lié à cette occupation en jouissance, c'est la possibilité de mettre en place des clauses d'agrément. Alors, ces clauses d'agrément, l'enjeu, c'est pas simplement de choisir ses voisins pour faire de l'entre-soi. C'est d'abord une manière de s'assurer, quand on a du bâti collectif et des espaces collectifs qui sont importants, que les gens qui y arrivent ont compris là où ils arrivaient et qu'ils étaient OK pour partager de l'organisation collective autour des espaces qu'il va falloir gérer ensemble. C'est-à-dire quelqu'un qui arrive et qui les ignore complètement, ça pose des vrais problèmes de gestion. C'est pas simplement pour faire de l'entre-soi, c'est pour simplement s'assurer que la personne, ça correspond à son projet et qu'elle a compris. Deuxième enjeu, c'est que ça permet aussi d'accueillir la personne. Quelqu'un qui s'est présenté, qui a expliqué que ça l'intéressait, on lui donne l'agrément, on l'accepte, et on lui souhaite la bienvenue en le faisant, et donc c'est extrêmement inclusif pour les personnes qui rentrent. Et puis troisième enjeu, qui est aussi tout à fait important, vu le nombre de projets intergénérationnels à tendance âgée ou senior qui se développe, puisque c'est quand même l'habitat participatif, un enjeu qui développe, je vais complètement dépasser, il faut que je fasse attention, c'est de pouvoir réguler la pyramide des âges. C'est-à-dire que ça permet, avec les clauses d'agrément, de s'assurer que quand quelqu'un d'un peu âgé s'en va, on puisse le remplacer par quelqu'un de plus jeune. Et donc, ça évite que l'habitat participatif, dans sa globalité, vieillisse, ce qui pourrait le rendre finalement difficilement gérable dans la durée si à un moment, tout le monde se retrouve avec 85 ans de moyenne d'âge, quoi. Et troisième enjeu, c'est donc qui est lié à ce lien sociétaire. C'est pas uniquement juridique, c'est la question du travail sur les imaginaires, dont on a déjà beaucoup parlé. C'est-à-dire que chaque statut particulier est associé à un type d'imaginaire. En copropriété, on est sur l'imaginaire du propriétaire individuel, qui a un rapport très individuel à son logement. On masque un petit peu le lien d'interdépendance qu'il peut y avoir entre les copropriétaires sur la gestion du bâti qu'on possède en commun. On a l'impression que chacun est seul chez soi, et du coup on perçoit les autres, soit on ne les perçoit pas dans un certain sens où ça cultive une espèce de culture de l'absentéisme et où il n'y a finalement pas grand monde dans les assemblées de copropriétaires, soit ça peut carrément générer une culture conflictuelle où on perçoit les voisins comme des sources de désagréments, de conflits de voisinage, ou de gens qui entretiennent pas suffisamment, qui font perdre de la valeur au logement, mais pas comme des alliés avec lesquels on va pouvoir discuter et construire ensemble une gestion collective. Quand on est voisin et associé, et donc quand on est dans une structure qui n'est pas une copro ou bailleur social, je ne développe pas l'imaginaire du bailleur social, mais enfin on est pareil sur des imaginaires différents, mais sur lesquels on a une relation plus passive et souvent un petit peu récriminative, ça se dit pas, enfin voilà, vous avez compris, de récrimination contre le bailleur social. On n'est pas dans une culture du vivre ensemble extrêmement propice. Quand on est sur une société qui sont des sociétés qu'on utilise de manière nouvelle pour faire de l'habitat participatif, en fait, il n'y a pas d'imaginaire. Et donc, on peut arriver avec l'imaginaire de l'habitat participatif et donc y intégrer une espèce de microculture de l'habité qui est basée sur une culture du dialogue, de l'agir ensemble, du vivre ensemble, de la solidarité de proximité et qui font en fait l'essentiel de la relation
qu'on a au quotidien les uns avec les autres. Je veux dire que ce n'est pas les statuts en tant que tels, c'est l'imaginaire associé à ces statuts qui fait le quotidien des gens qui habitent en habitat participatif. Voilà, donc c'était juste pour rappeler effectivement que cette demande récurrente qu'on a de pouvoir faire de l'attribution en jouissance, de la jouissance coopérative, c'est pas juste une lubie de faire des projets complexes, c'est qu'il y a des véritables enjeux derrière dans la possibilité d'avoir des projets qui soient pérennes et qui développent une vraie culture du vivre ensemble. Deuxième point, et je vais essayer de faire très court. J'avais 8 minutes, je les ai déjà dépassées. Bon, je vais faire très très court. Sur plus spécifiquement, parce que Valérie après moi va parler des coopératives d'habitants, sur les sociétés d'autopromotion et d'attribution qui étaient donc consacrées par la loi Allure. En gros, pour vous donner l'état actuel de notre réflexion en termes de plaidoyer, ces sociétés posent aujourd'hui trop de difficultés d'usage. Je ne vais pas les citer pour gagner du temps, mais en gros, elles n'ont pas été forcément conçues de manière parfaite d'une part, et en plus, on n'a pas été au bout suite au départ de Madame Duflot assez peu de temps après le vote de cette loi. Et du coup, le choix aujourd'hui d'Habitat Participatif France, c'est d'abandonner les SA de la loi Allure et donc d'utiliser plutôt les sociétés civiles immobilières d'attribution, les SCIA, qui se développent, vous l'avez vu ce matin avec la présentation de Ludovic, qui font le job, qui répondent très bien aux enjeux qu'on peut avoir pour faire de l'attribution en jouissance. Donc voilà, on arrête d'essayer de demander des évolutions de la loi Allure sur les SA, surtout qu'en plus on n'a plus beaucoup d'interlocuteurs, on risque de plus en avoir beaucoup jusqu'à présent. Et on se concentre sur les SCIA. Voilà, je m'arrête là et je passe la parole à Valérie. C'est bon, j'en viens. Merci, merci Pierre, merci Michel. Bonjour à tous et toutes. Donc déjà, pour comprendre en fait la problématique dont je vais vous parler, il me semble essentiel de vous rappeler que les coopératives d'habitants donc, sont des sociétés qui prônent 3 valeurs fondamentales. La première, c'est la notion de la propriété collective. Donc personne n'est propriétaire de son logement à titre individuel. La seconde, c'est la non-spéculation, c'est-à-dire une déconnexion complète du marché par rapport à la valeur des actions et par rapport aux droits d'usage. Et enfin, la troisième, c'est la règle une personne égale une voix, donc avoir une gouvernance qui soit inclusive et démocratique. Donc globalement, aucun enrichissement personnel financier, mais des enrichissements humains. Donc ces valeurs qui sont cadrées par la loi économie sociale et solidaire sont effectivement applicables par différentes formes de sociétés coopératives. Et donc ça, j'en parlerai un petit peu plus tard, de ces imaginaires que l'on voit au niveau de ces formes. Ici, je vais vraiment évoquer la problématique des prêts dédiés aux coopératives d'habitants. Alors il faut se rappeler qu'avant la loi Allure, on avait déjà des projets de coopératives donc qui allaient demander en fait pour la construction de bénéficier de certains types de logements de longue durée. Pour cela, elles mobilisaient l'État à travers un agrément et donc avaient des prêts de longue durée, une TVA à taux réduite, une exonération de taxes foncières sur le bâti. Donc évidemment, en contrepartie de quoi les coopératives d'habitants s'engageaient à proposer les logements financés grâce à ces prêts à des personnes sous plafond de ressources et moyennant un loyer ou un droit d'usage également plafonné. Donc c'était assez intéressant et ces prêts sont des prêts locatifs sociaux qui sont également mobilisables en fait par les bailleurs sociaux et aussi par des propriétaires à titre individuel. Donc la loi Allure a permis ensuite de clarifier de nombreux points en fait, de spécifiques aux coopératives d'habitants et la reconnaissance de ce type de société. Mais l'une des problématiques a été qu'elle n'a pas été complétée par la définition de ce prêt spécifique ou l'adaptation d'un prêt PLS. C'était typiquement ce qui avait été évoqué. En effet, les prêts PLS, pour comprendre le sujet, sont basés sur un bail, loi de 89, un bail classique, donc qui est indépendant en fait du statut de sociétaire. Le contrat coopératif, qui reconnaît donc la loi Allure, lui lie les deux contrats. Donc on ne peut pas, il y a une opposition en fait entre les coopératives Allure et le bail loi de 89 tout seul. Donc ce qu'on observe aujourd'hui, c'est qu'en zone tendue, les porteurs de projets, pour arriver à construire des projets de coopératives d'habitants,
eh bien, vont rester dans cette obligation d'avoir accès à ces prêts de longue durée et à ces aides financières, faute de quoi ils ne peuvent pas en fait construire ou réhabiliter le bien immobilier correspondant à leur projet social. Donc ils s'appuient sur les statuts qu'on appelle les anté-allures ou sociétés coopératives, loi de 47. C'est sur les territoires, par contre, dits détendus que l'on va pouvoir trouver des sociétés coopératives allures, donc qui peuvent se créer, puisqu'il y a possibilité de bénéficier par des prêts classiques à l'acquisition de foncier et à la construction. Et ce, évidemment, sans bénéficier des avantages liés au PLS et des avantages du projet social. Donc, globalement, nous demandons donc aujourd'hui à ce que la question de l'accès au financement de longue durée par la Banque des territoires et les autres aides associées soit facilitée pour tous les territoires afin de permettre aux porteurs de projets d'utiliser les statuts des coopératives d'habitants loi Allure et anti-Allure dans la réalisation de leur projet social intégrant des logements pour tous et toutes, et ce, quel que soit leur revenu. Alors, je profite du petit timing. Par ailleurs, je vous glisse 2-3 petites choses. On a une liste de courses. Nous attendons également des réponses très concrètes, comme la promulgation du décret d'application rendant les apports en industrie cessibles applicables. Alors, je vous le traduis en bref. Simplement permettre aux coopératives d'habitants de diminuer le prix d'usage par une contribution manuelle des coopérateurs en phase chantier. L'autre point, c'est effectivement l'adaptation des règles du BRS. Donc, je crois que ça a été abordé tout à l'heure. Et je vous inviterai, pour en savoir plus, à consulter notre liste des actions que nous souhaiterions voir mises en place. Merci. Merci Valérie. Vous voyez que voilà, dans ce grand mouvement qui a été rendu possible par la loi Allure, un grand nombre de points de blocage sont restés et ne nous ont pas permis encore de pouvoir réellement performer à partir de ces statuts. Mais je vais passer maintenant la parole à Daniel Mossman, qui est allé réinterviewer les auteurs de la loi et ceux qui l'ont fabriquée. Et on va passer un petit moment pour revenir sur cette construction historique avant de passer à la suite. Daniel, je te passe la parole. Merci. Oui, parallèlement au travail du réseau Habitat Participatif France, le réseau national des collectivités voulait réinterroger un peu les acteurs donc, qui avaient participé, les acteurs élus qui avaient participé à l'élaboration de la loi. Et je vais donc essayer rapidement, aussi brièvement que possible, c'est ça, de vous résumer un petit peu ce qu'il ressort de cette magnifique petite brochure que vous trouverez dans vos pochettes. Voilà, maintenant que j'ai tout mis par terre, ça peut pas aller plus bas, donc après ça reste. Voilà, donc on a aussi voulu, au niveau du réseau, savoir ce que les élus actuels, ceux qui mettent en œuvre et participent à la réalisation de vos projets, pensaient de cette loi Allure et de ce qu'elle avait apporté. Allons-y. Pour ceux qui ont fait la loi, eh bien, ils sont généralement très heureux de l'avoir faite. Ça, c'est déjà la première chose. Et ils insistent sur 4 points. Le premier point, c'est que la manière dont la loi a été fabriquée était tout à fait novatrice. Classiquement, quand les services de l'État sont chargés de préparer une loi, ils la préparent dans leur coin et éventuellement après ils concertent. Éventuellement, le plus souvent, ils concertent, mais le gros du travail est fait et il n'est pas question de remettre en question ce gros du travail. Là, ça a été dans l'autre sens. Ça a été dans l'autre sens grâce à Cécile Duflot qui a largement insisté. Si je vous, avec au départ des services qui n'étaient pas très partants, si je vous redonne une citation de ce qu'elle disait dans son interview, elle dit les services étaient réticents, mais je leur ai dit en rigolant je sais que dans ce monde-là, il y a beaucoup d'écolos, et il vaut mieux les mettre ensemble dans la même boîte, sinon on ne s'en sortira jamais, parce qu'il y aura toujours quelqu'un pour trouver qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà ce que ça donnait. Ok, je reprends mon
mon petit papier. Donc, une manière de faire la loi complètement novatrice. À tel point novatrice qu'elle s'est imposée dans la création et dans la constitution, dans la fabrication de nombreuses lois ensuite, et que Philippe Mazin, qui était à l'œuvre pour la DHUP à l'époque, au ministère et pour la rédaction de cette partie de la loi, parle même d'aventure humaine. Vous dire si ça a changé les choses à ce niveau-là, quoi. Ensuite, l'inscription de la loi pour ces élus, donc, l'inscription de l'habitat participatif dans la loi, eh bien, ça n'est pas seulement un problème technique. Les statuts et autres détails d'application, c'est une chose. C'est très très dommage qu'on ne soit pas arrivé plus loin, mais l'important, c'était de donner une existence légale en tant que telle à l'habitat participatif, et c'est ça qui compte. Et ça, c'est fait. Et c'est fait définitivement. C'est fait pour de bon. Ils évoquent tous, ça n'apparaît pas forcément dans la brochure, mais ils évoquent tous à un moment de leur interview la maturité des collectifs d'habitants, d'où qu'ils viennent, et l'importance que la maîtrise d'usage a prise dans l'élaboration de la loi. Et ça aussi, ça me paraît important à souligner. Des élus très impliqués à l'époque, comme Emma Koss ou Audrey Linkenheld, insistent sur le lien avec le monde HLM, pas seulement en direct, mais aussi par l'intermédiaire des offices fonciers solidaires et du bail réel solidaire. Et qui sont aussi d'ailleurs des acquis d'Allure. Les offices fonciers solidaires et le bail réel solidaire, ça vient d'Allure, ça vient pas d'ailleurs. Globalement, il y a un regret. C'est que le groupe de travail qui avait été mis en place pour travailler sur l'élaboration de la loi n'ait pas subsisté après. Mais c'est vrai que Cécile Duflot a démissionné très vite après la promulgation de la loi, une semaine après, pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec la promulgation de la loi. Elle voulait rester jusqu'à la promulgation de la loi, justement, mais c'était quand même un conflit avec un certain Manuel Valls, quelque chose comme ça. Quelqu'un qu'on a un peu oublié, je crois. Mais voilà. Et donc, c'est bien dommage parce que là, le travail aurait pu être fait sur les décrets, sur la rédaction des décrets, sur la garantie financière d'achèvement dont vous parliez tout à l'heure, sur tout un tas de sujets de ce style-là. Ceux qui subissent la loi maintenant, ceux qui l'appliquent, qui sont bien forcés de l'utiliser. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous lister ici les atouts de l'habitat participatif pour les collectivités territoriales. Il y en a plein, vous les connaissez aussi bien que moi, peut-être mieux. Et les élus qui ont répondu aussi à nos interviews les connaissent très bien. Ils sont engagés dans les opérations à longueur de temps et ils connaissent les avantages de l'habitat participatif. Et ils sont d'ailleurs parfois poussés aussi par leurs administrés. Hein. Comme le disait Mathieu Jeanvrin, c'est quand même pas tout à fait ce qu'il disent les mots, mais c'est l'idée de ce qu'il disait ce matin. C'est quand même le rôle de l'élu de répondre aux aspirations des citoyens, non ? Quand même, c'était un petit peu ça. Ce qui m'a peut-être le plus frappé dans les interviews, c'est que d'où qu'on parle, on y trouve son compte. Quand je dis d'où qu'on parle, je parle des territoires et de la variété des territoires. Les territoires, leurs pratiques historiques locales comptent. Si on regarde un petit peu ce qui se passe dans les territoires denses, on parle zone d'artificialisation nulle, zone de ZAN. Non-artificialisation. ZAN, zéro artificialisation nette. Densification sans artificialisation. On parle quartier prioritaire de la politique de la ville, on parle de sujets de ce style-là. Dans les territoires denses qui sont riches en même temps en logement social, on s'intéresse au BRS, et un sujet qui était d'ailleurs largement débattu au sein du réseau national des collectivités à l'époque de la loi Allure, et avant, entre 2009 et 2012, on en a parlé, même 2014, on en a parlé largement. On parle aussi de lutte contre la spéculation, et on parle de modèle de propriété, comme on en a parlé, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure. On parle, et comme l'a évoqué par exemple Nantes Métropole Habitat ce matin. Dans les territoires périurbains, entre la ville et la campagne, eh ben on parle de vivre ensemble, essentiellement. On parle de vivre ensemble, on parle de vie sociale,
on parle d'animation, on parle de dynamisation des territoires. Dans les territoires ruraux, on parle d'inclusion, on parle de réhabilitation de bâtiments remarquables, on parle de repopulation, on parle des écoles, on parle de la désertification et la lutte contre la désertification, on parle de la revitalisation des centres-bourgs. L'habitat participatif est là considéré comme un outil majeur de cette lutte contre la métropolisation à outrance à laquelle on assiste depuis beaucoup trop longtemps d'ailleurs. Curieusement, et ça m'a frappé aussi, et Philippe Madec le remarquait aussi ce matin, on parle beaucoup moins d'écologie et de performance énergétique qu'il y a 10 ans. Ces sujets, je pense, ont infusé le reste de la société et sont inclus un petit peu dans tout le reste. En conclusion, ça te va ? 10 ans, c'est pas si long que ça pour révolutionner les pratiques. Ça prend du temps de changer les choses en profondeur. Maryse Faye, élue à Montpellier, en appelle à l'intelligence collective. Cécile Duflot à l'énergie collective. Et c'est bien de ça qu'il s'agit. Il nous faut, à nous collectivités, enfin moi je ne suis plus élu d'ailleurs, mais donc il s'agit aux élus des collectivités, il s'agit de vous cette fois-ci, vous, la société civile. Il vous faut sans relâche faire connaître, montrer, démontrer l'habitat participatif à qui ? Aux élus locaux, à leurs équipes, qui sont bien souvent encore ignorantes des processus et de l'existence de ce phénomène, aux acteurs de la production du logement, et là encore à leurs équipes, aux ménageurs. Moi, j'ai bien écouté Philippe Madec ce matin, et il nous a dit qu'on arrêtait d'aménager et que maintenant on ménageait, ce qui moi m'a bien plu. Et il faut qu'on fasse tout ça jusqu'à ce que l'habitat participatif devienne un processus naturel de création de logements, comme le disait Mathieu Jeanbrun ce matin. Merci à vous. Merci Daniel. Je voudrais remercier d'ailleurs le réseau des collectivités pour d'avoir demandé ce travail de collection, de reprise de l'historique de la loi et d'interview des élus, parce que c'est aussi une belle brique pour notre mouvement. C'est vrai qu'on a souffert et il est fort dommage qu'on n'ait pas eu d'organisation du suivi de la mise en place de cette loi, parce que dès qu'on commence à innover, à se décaler quelque peu des schémas traditionnels, en fait on se rend compte que malgré les intuitions particulièrement bien posées, telles que la loi les a posées, toutes les adaptations et les inadéquations dans lesquelles on va se trouver en termes juridico-fiscaux et qui vont faire que, en fait, on aura énormément de mal à réaliser et à pouvoir faire fonctionner ce qui était prévu. Ceci étant, l'impulsion qui a été donnée par la loi, le fait qu'elle permette ou qu'elle facilite l'engagement des collectivités, du monde HLM, on va le voir également des caisses de retraite, la robustesse et la volonté des habitants ont fait que, bien qu'on n'arrive pas à faire fonctionner réellement ces fameux statuts posés par la loi, eh bien, vous l'avez vu ce matin, le nombre de projets a été multiplié par 4. Voilà. Et donc ça dit quelque chose de l'énergie et de la volonté qu'il y a dans la société civile et de la façon dont elle peut être reçue par des partenaires, des alliés qui vont nous permettre de réaliser des projets. Et c'est plutôt sur ce que nous avons pu réaliser et ce que nous avons en projet, en perspective, qu'on voudrait poser cette deuxième partie, cette deuxième séquence de cette plénière. Et je vais donner la parole à Pierre-Charles Marais pour vous parler de ce qui est en train d'avancer avec l'USH autour du développement des programmes mixtes et le développement du locatif social. Oui, en effet. Alors, on a parlé de l'autopromotion, mais on a aussi beaucoup mentionné depuis ce matin que depuis une dizaine d'années, il y avait cet essor de l'engagement du monde HLM dans la production de projets d'habitat participatif. Et peut-être c'est une chance, je ne sais pas, mais en tout cas la loi Allure, elle dit absolument rien sur l'habitat participatif avec les organismes HLM, avec le logement social. Peut-être que tant mieux. Et en tout cas, on a pu observer l'émergence de projets de plus en plus importants
qui apportent des innovations intéressantes, notamment parce qu'elles permettent d'ouvrir la participation, de faciliter la participation de plus en plus d'habitants à ces projets en mobilisant des outils de politique publique. Alors, ces projets vont souvent apparaître sous la forme de copropriété et permettent une mixité d'initiatives. Dans une copropriété, en fait, on peut mettre un peu tout ce qu'on veut. Donc, on va pouvoir mettre de l'accession sociale, du bail réel solidaire, des coopératives d'habitants, peut-être demain d'autres formes de propriété sociétaire. Et du coup, ça veut dire donner la facilité, la possibilité à des habitants d'horizons divers d'intégrer des projets qui les intéressent, avec peut-être moins de bagages culturels, avec peut-être moins de temps ou de compétences disponibles, et surtout peut-être moins de ressources économiques. Et il y a un sujet qui est particulièrement important pour nous, pour Habitat Participatif France, c'est la possibilité de développer du locatif social dans les projets d'habitat participatif, pour donner la possibilité à des personnes qui sont intéressées par un engagement dans un projet collectif, qui sont intéressés par le fait de s'engager dans leur projet de logement, bien qu'il n'ait pas les moyens économiques pour financer eux-mêmes leur logement. Donc la possibilité de réserver dans les projets d'habitat participatif des logements en locatif social qui vont mobiliser les outils dont on a la chance de pouvoir bénéficier en France et qui permettent de faire du logement accessible aux plus modestes, nous paraît essentiel pour accomplir notre objectif partagé par tous, qui est celui de la mixité sociale et l'accès à toutes et à tous aux projets d'habitat participatif. Alors, on sait tous qu'on bénéficie de ces outils de production du logement social qui ont beaucoup de puissance en France, plus que dans d'autres pays. Et ça, c'est une bonne chose, même si malheureusement ça a tendance à se resserrer, à devenir de plus en plus difficile. Et cet outil énorme, qui est très puissant, qui est celui du logement social, il est accompagné par une structure extrêmement jacobine et centralisée qui rend difficile l'innovation et les pas de côté. Et c'est en ça que le développement de l'habitat participatif en locatif social a peut-être du mal à se développer. Et il y a quelques années, on a voulu mettre en lumière dans l'équipe d'Habitat Participatif France des apprentissages, des retours d'expérience, afin de mettre en évidence qu'est-ce qui fonctionnait, comment fonctionnaient ces projets d'habitat participatif en locatif social. On a d'abord fait une étude participative qui a mis en évidence l'existence de plus d'une trentaine de projets livrés et qui montre que d'abord que c'est possible de faire des projets, qu'on a pu les faire et que ça fonctionne plutôt bien, en tout cas que ce que ça présente c'est assez intéressant. Néanmoins, on a vu qu'un certain nombre de difficultés techniques rendaient le développement de cette forme relativement difficile et constituaient un frein à leur développement. Donc d'abord, un travail de reconnaissance de la réalité de terrain qui met en évidence 3 types de difficultés. La première porte sur les modalités de la cogestion. On a pu constater que en fait, cette gestion partagée entre les bailleurs et les habitants, les locataires, se passait plutôt bien, mais se passait d'une manière complètement informelle, sans cadre, et du coup de manière assez fragile, et qu'il suffisait que des interlocuteurs puissent changer pour que tout ça puisse être fragilisé. Donc on a fait des propositions pour structurer, encadrer et valoriser la participation des locataires dans la gestion de leur lieu de vie. Le deuxième point, c'est la question de l'attribution des logements qui est extrêmement encadrée, et ceci pour garantir une équité dans l'accès au logement social. Et du coup, ce processus qui permet d'impliquer les habitants en amont, il vient chahuter ce processus d'attribution des logements. Et au local, au cas par cas, les collectivités organisent des pré-commissions d'attribution dont on a pu parler ce matin et qui sont quelque chose d'assez chahutant pour les organismes HLM. Et le troisième point, c'est la question du financement des espaces partagés qui devient de plus en plus difficile, que l'équilibre financier pour réaliser des opérations de logement social est de plus en plus compliqué en tant que tel. Donc, sur la base de ces problématiques et des propositions réalisées par les acteurs de terrain, on a commencé à travailler en partenariat avec l'Union sociale pour l'habitat, qui est l'organisme qui regroupe l'ensemble des organismes HLM au niveau national. Et sur la base de ce constat et des innovations de terrain, on a travaillé sur des propositions d'évolution des pratiques, d'évolution réglementaire,
qui puisse être engagé. Et je me réjouis que depuis quelques semaines, on a pu publier un document commun signé Habitat Participatif France et Union Sociale pour l'Habitat, qui liste un certain nombre de propositions qui sont validées par les juristes de l'USH. Et je vous dis que ce n'est pas une petit soulagement pour nous, qu'on va présenter de manière détaillée demain dans une table ronde dédiée sur le sujet, et pour lesquels on a un plan d'action, et on espère que dans les années à venir, un certain nombre d'évolutions vont favoriser le développement de ces projets. En ce qui concerne l'attribution des logements, par exemple, on a des propositions très concrètes et qui nous semblent tout à fait possibles à mettre en œuvre. Et pour ce qui concerne le financement des espaces partagés, bon, alors là, il y a un des éléments clés, c'est la possibilité d'intégrer aux quittances de loyer une contribution au financement de ces espaces communs. Et un autre élément, c'est d'aller mobiliser les contributions des collectivités, mais aussi d'autres acteurs qui viennent soutenir la réalisation de ces espaces communs qui sont, on l'a dit tout au cours de cette journée, d'intérêt général. Et c'est sur ce sujet que j'ai proposé la transition avec notre ami Christophe Lepé des caisses de retraite qui ont une politique active sur la question du financement des espaces communs. Bonjour à tous. En écoutant les interventions doctes de mes voisins, je me suis demandé ce que je venais faire ici ce soir. Je ne parlais pas de BRS, de ZAN, d'OFS. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter? Et puis j'ai relu le titre de la séance plénière. Je me suis dit, si, on a certainement quelque chose à dire au-delà du financement des espaces communs, on y reviendra. Je crois que mon propos, ça va être deux choses. Ça va être quel regard porte un acteur important de la société civile sur l'habitat participatif. 10 ans après, nous, on vient se greffer sur votre histoire il y a 5 ans. Et pourquoi on s'intéresse à vous avec le prisme de la retraite complémentaire, le prisme de la retraite, c'est-à-dire l'avancée en âge, le fait que les gens doivent vivre le mieux possible une fois qu'ils sont en retraite. Et le deuxième propos, ça va être évidemment en quoi on peut soutenir des projets, pas tous les projets, vous l'avez compris, mais des projets d'habitat participatif. Alors, moi, je vais refaire notre histoire à nous, du côté de la retraite complémentaire. Historiquement, on est des soutiens extrêmement importants de la constitution du parc médico-social français, les maisons de retraite, résidence autonomie, EHPAD. Et cela depuis 60 ans. Et depuis 60 ans, on verse des subventions à des gestionnaires d'établissements pour personnes âgées. Alors, c'est donc, au bout de 60 ans, évidemment, ça constitue un ADN extrêmement fort pour nous. Et l'on intervient dans un cadre, et vous allez vite comprendre, par antinomie, ce qui nous a intéressés dans l'habitat participatif. On intervient là dans un cadre très sécurisé. Pourquoi? Parce qu'il y a un cadre réglementaire qui est extrêmement cadré. Il y a des autorisations administratives, il y a des études de marché qui sont faites par les ARS et les départements, il y a des normes techniques de financement. Donc, on peut financer sans doute sur l'intérêt des financements que l'on accorde. Deuxième caractéristique de ces établissements, c'est que l'on est dans des montages juridiques relativement simples. Un bailleur social est généralement propriétaire de l'immeuble. Cet immeuble, qu'il soit EHPAD ou résidence autonomie, est exploité par une association ou un opérateur public, un CCAS ou un établissement public autonome. Et là encore, complètement rassuré sur le caractère désintéressé, sur la participation à l'intérêt général. Et puis le troisième point qui marquait notre soutien aux établissements, c'est que l'on avait un engagement de 15 ans, un engagement réciproque de 15 ans. On apportait des fonds, et en contrepartie de ce financement, nous, caisses de retraite, avions un droit de présentation prioritaire de nos allocataires pour entrer dans ces établissements. Tout ça, ça ne marche pas avec vous. Pourquoi? Parce que le cadre réglementaire, il est réduit, il n'y en a pas. Parce que les montages, j'ai cru comprendre que ce n'était pas si simple que ça, et même 10 ans après la loi, certains textes réglementaires ne sont pas approuvés. Et si c'est compliqué pour vous, inutile de vous dire que pour nous, voilà, point de suspension. Et puis, une question qui est aussi importante, et j'en viens là plus précisément au soutien que l'on apporte à ces nouvelles formes d'habitat. Il en a été question lors de la table ronde précédente. Je suis désolé
s'il y a des répétitions, mais c'est la base de l'enseignement, dit-on, donc c'est pas plus mal non plus. Notre soutien, il doit s'inscrire dans la durée, c'est-à-dire que apporter des financements à des projets, nous, ce qui va nous intéresser, c'est que justement, il y a un impact, un réel impact sur la vie des personnes qui vivent dans ces habitats. Et en quelques mots, comment que ça se déroule, une procédure? Une procédure, c'est un porteur de projet, mais quelle est la nature juridique de ce porteur de projet? Quand on nous liste une SCI qui vient déposer un projet, nous, une SCI, on ne sait pas trop financer. On se dit, mais on est en train d'enrichir, ou on est en train de financer le logement des Français, et on n'est pas le Crédit Foncier de France. On est une institution de retraite qui intervient pour favoriser des projets qui vont aboutir à être attentifs et attentionnés par rapport aux personnes qui vont vieillir ou avancer en âge plutôt, dans ces habitats. Donc, comment on a la garantie que les intentions qui nous sont présentées pour obtenir ces financements durent dans le temps? Voilà. Je vous disais, avec les établissements, il n'y a pas trop de surprises. Un établissement, un EHPAD en 2024, dans 15 ans, ça sera toujours un EHPAD. Un habitat participatif qui s'engage à être soucieux des personnes, des habitants de cet habitat qui vont avancer en âge, oui aujourd'hui, oui demain, mais après-demain. Et voilà. Ça, c'était, et Pierre et Ludovic s'en souviennent de ces discussions que l'on a eues à maintes reprises. Voilà, rassurez-nous, on a cette angoisse existentielle, essayez d'apporter des réponses. Alors, très concrètement, comment on soutient l'habitat participatif, comme d'autres formes d'habitat? On a parlé auparavant de l'habitat inclusif, mais là, le propos ne concerne que l'habitat participatif et coopératif. On le soutient sur deux plans. On le soutient effectivement sur le financement des espaces partagés, parce que le modèle économique, pour parler un peu business, n'est pas là. Comme vous l'avez dit, vous ne payez pas pour utiliser les locaux communs, alors que si vous êtes locataire, vous payez un loyer, et si vous êtes propriétaire, vous remboursez votre banque. Les espaces communs, c'est tout à fait autre chose. Donc, dans le rapport rendu par Pifto et Wolfram, il y avait deux points qui avaient attiré notre attention, et suite aussi à des discussions avec eux, c'est ces nouvelles formes d'habitat ont besoin de deux soutiens. Un soutien très en amont sur l'ingénierie des projets, parce qu'il y a beaucoup de projets, mais beaucoup vont mourir avant de devenir réalité. Et donc là, vous avez, en tant que caisse de retraite, nous disait-il, une vraie responsabilité, comme d'autres institutionnels, aider ces projets à surmonter les premiers obstacles. Et puis, un deuxième soutien, c'est quand le projet a pris une réelle consistance, vous en êtes au permis de construire ou à l'autorisation administrative, là on intervient sur le financement de l'investissement. Alors le financement, sur l'ingénierie, on avait deux possibilités. C'est soit aider ponctuellement des projets portés par tel ou tel, ou projet d'habitat inclusif, habitat participatif, des colocations, etc. Et l'on s'est dit, non, on va s'éparpiller, vaut mieux cibler nos ressources sur les têtes de réseau. Alors, tête de réseau, c'est notre vocabulaire à nous, mais HPF est un acteur avec lequel on a un partenariat depuis 5 ans maintenant, Pierre. Oui, 2019, j'ai vérifié avant de venir, j'ai vérifié. Oui, donc on soutient des têtes de réseau, que ce soit le réseau APA, que ce soit HPF ou d'autres. Voilà, il nous a semblé extrêmement important de soutenir ces associations qui vont tutorer des projets, qui vont apporter du conseil, pas forcément tous les conseils, pas de l'ingénierie forcément très poussée ou pointue en immobilier ou en architecture, mais ça nous a semblé quand même être extrêmement important. Donc, au niveau des institutions Agirc Arrco, on soutient ces têtes de réseau et on apprend beaucoup avec elles. Et toute la connaissance que l'on peut avoir, c'est grâce à ces partenariats. Avec HPF, ça a été extrêmement instructif. Il y a eu des webinaires, il y a eu des visites pour nous dans des habitats participatifs. Donc, on voit la réalité, on voit les vrais gens, on voit la vraie vie. Et le deuxième soutien intervient donc en investissement, avec la préoccupation donc de vous aider à financer ce qu'il est difficile pour vous de financer, à savoir les parties communes. Donc dans les projets, dans les dossiers que nous étudions, seuls les espaces communs nous intéressent. Alors ce n'est pas que les espaces privatifs, les logements alentours, qui composent aussi cet habitat ne nous intéressent pas, mais on n'a
pas les moyens et on n'a pas vocation à les financer. Voilà. Ce qui va nous intéresser, c'est à travers les espaces communs, c'est la vie que vous allez avoir entre vous, ces principes de solidarité. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui, à la tribune, parlait de trépied. Et ça, je trouve que c'est une expression extrêmement intéressante. Alors, trépied, c'est quoi? C'est l'entourage familial, parce que vous avez aussi des familles qui ne sont pas dans cet habitat participatif. C'est les voisins, donc les habitants de cet habitat coopératif, et éventuellement les institutionnels qui interviendront, ou les professionnels qui interviendront auprès des personnes qui en auront besoin. Voilà. Donc, nous, notre focus, c'est sur les parties communes. Alors, quelques chiffres avant de rendre le micro. Aujourd'hui, on a, 1 an et demi après le lancement de notre nouveau dispositif Habitat, dans lequel on a officialisé la place accordée à l'habitat alternatif et notamment à l'habitat participatif, puisque cet axe s'intitule, je reprends la lecture, « Soutenir le déploiement d'un habitat plus inclusif, participatif et solidaire ». Et donc, depuis l'an dernier, on a reçu 500 dossiers. Des dossiers d'établissement, ça représente 55% des dossiers reçus, 45% de dossiers qui vont relever de l'habitat alternatif. Le montant moyen demandé en termes de subvention pour les habitats alternatifs, alors, je n'ai pas isolé l'habitat participatif, mais toutes les formes d'habitat alternatif, c'est 200 000 € qui nous est demandé en termes de financement. Et nous allouons 120 000 €. Donc on est en moyenne sur ces projets. Alors ça ne signifie pas que tous les projets sont financés, entendons-nous clairement, mais ça signifie que quand on finance un projet, on le finance de manière significative. Et concernant l'habitat participatif, donc les difficultés que l'on a eues concernant notre soutien, ça a été le fait que l'on exige on demande plutôt, qu'il y ait une majorité de seniors et de personnes retraitées dans le tour de table. Et tout à l'heure, quelqu'un disait, mais c'est aberrant parce que ça contrarie le fait d'avoir des ménages jeunes avec des enfants, etc. Et c'est vrai que la comparaison avec la forêt s'impose, des petits arbres, des arbres moyens, des grands arbres, et puis quand il y a une tempête, on garde quelques arbres dans la forêt. Donc on doit réfléchir à cela de notre côté, c'est-à-dire être sans doute beaucoup plus souple sur ce critère, admettre que des gens qui ne sont pas forcément retraités, mais qui envisagent déjà leur vie et plutôt sur le long terme dans cet habitat, ça nous intéresse aussi. La présence d'un projet de vie, je finis juste là-dessus, on demande aussi d'avoir une production, qu'on nous donne un projet de vie sociale et partagé. Alors, c'est pas forcément naturel pour vous. Vous allez dire, oui, on a pris des engagements entre nous, mais vous voulez écrire? Oui, mais nous, on a besoin d'écrits. Voilà. Alors, on ne demande pas des pensums de 150 pages, mais en quelques mots, comment vous prenez en compte la dimension de la situation d'habitants de vos habitats participatifs qui pourraient être confrontés à des problématiques de vieillissement. Et puis, je le reprends, quelques mots sur, oui, ça va durer dans le temps. La flamme des pionniers va durer dans le temps, ça va nous rassurer. L'absence de gestionnaire par rapport à des projets d'habitat inclusif, tout à l'heure on parlait d'aide à la vie partagée, alors, je ne sais pas si vous êtes familiarisé avec ça, mais ça signifie qu'il y a aussi des personnes extérieures, etc. Dans l'habitat participatif, vous n'avez pas de gestionnaire à proprement parler, ce sont les habitants qui constituent la substantifique moelle de l'habitat. Et là, c'est vrai que nous, ça nous pose une petite difficulté parce que, comme je le disais en introduction, on est habitué à un montage relativement simple, un bailleur, un gestionnaire, un montage juridique et immobilier très simple, voilà. Et vous nous projetez dans la complexité, mais c'est bien aussi parce que vous nous obligez à regarder ça de manière très attentive. Et juste pour finir, des projets d'habitat participatif et coopératif, on en a reçu 46 depuis le début de l'année dernière et on en a jusqu'à présent financé 9. Alors ça ne signifie pas qu'on en a éliminé la différence, ça signifie que pour plusieurs d'entre eux, ils sont en cours d'instruction et une fois qu'ils sont instruits, chaque caisse doit aussi se déterminer pour allouer ou non un financement. Donc voilà, ça illustre la place qu'occupe désormais l'habitat participatif et le regard que l'on a pu porter sur ce que vous avez fait depuis plus de 10 ans, si j'ai bien compris. Merci. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Lepay. On voit quand même toute la révolution mentale qu'impose
le surgissement de nos modes d'habiter. Et ce qui est superbe, c'est que justement vous acceptiez le challenge et que vous soyez venus en renfort. Et c'est vraiment une très très bonne nouvelle. C'est issu aussi d'une longue fréquentation. Et on vous remercie vraiment pour cet apport. Je passe la parole à Valérie Morel sur les nouvelles perspectives en coopérative d'habitants. Merci. Donc je vais poursuivre dans les imaginaires, puisque je vais maintenant évoquer la diversité et la richesse des projets coopératifs. Donc tout d'abord, très rapidement, un panorama, au moins 52 coopératives en fonctionnement, 84 coopératives en création, en chantier. C'est quand même pas mal déjà en 10 ans. Alors dans ces chiffres, on observe une pluralité de montages tenant compte de l'objet de chacune des coopératives, une vraie richesse d'imaginaire. Alors des imaginaires allant vers de nouvelles formes de coopératives, donc les coopératives d'habitation, comme Habitat et Partage à Lyon, donc des sociétés propriétaires de plusieurs immeubles proposant à leurs habitants de souscrire une part et ainsi d'être coopérateurs habitants. La société garantit dans la durée la non-spéculation et une implication des habitants. Donc pour plus d'informations, je vous invite à aller les écouter demain lors d'un atelier démarrer une coopérative d'habitation sur son territoire de 11h à 12h30 et vous aurez beaucoup d'informations. D'autres imaginaires sont au service des coopératives d'habitants comme Terre Habitée, une foncière nationale de type terre de lien pour celles et ceux qui connaissent. Donc Terre Habitée vise à acquérir du foncier et ou du bâti pour en proposer l'usage à une coopérative d'habitants à travers des baux de longue durée. Donc les coopératives bénéficiaires s'engagent en contrepartie à proposer des logements bien communs, c'est-à-dire purement locatifs, à prix coûtant, où les coopératives remboursent les parts moins une dès que les emprunts principaux sont terminés. Donc là aussi, pour plus d'informations, je vous invite demain à notre atelier de 14h à 15h30, l'habitat bien commun Kesako. Je citerai également des outils en cours de création, comme une mutuelle par le réseau Les Passages. Plus d'informations demain lors de leur atelier, une mutuelle coopérative d'habitants, lancement de 14h à 15h30. Et oui, beaucoup d'imaginaires. Ou encore, et je termine là-dessus, un fonds de mutualisation en cours d'élaboration par Abicop. Donc tous ces imaginaires ouvrent de nouvelles perspectives pour développer les modèles coopératifs et l'idée des communs. Et par ce fait, contribuer à une révolution culturelle joyeuse et une transformation sociale radicale basée sur les principes de la solidarité, de l'équité et du respect du vivant. Merci Valérie. Alors évidemment, on a pris du retard, mais on voulait quand même donner quelques places au projet en réhabilitation et à ce qui se passe dans le monde rural, puisque vous avez vu que l'orientation des projets aujourd'hui se transforme et se déplace beaucoup en ruralité. Donc je repasse la parole à Pierre-Charles Marais pour ce volet-là. Ouais, alors sur le sujet des imaginaires à reconstruire, il y a une petite révolution qu'il faut qu'on fasse aussi nous en interne. Je vous assure que jusqu'à il y a quelques semaines, c'était tout à fait courant qu'on me pose la question naïvement, est-ce qu'on peut faire un projet d'habitat participatif en réhabilitation ? Question en fait peut-être absurde, mais qui révèle le fait qu'on a vraiment un préjugé très fort qui existe sur le fait que faire de l'habitat participatif, c'est forcément construire un immeuble neuf. Donc on souhaite vraiment au sein d'HPF faire un travail pour déconstruire cette idée qui ne correspond pas à la réalité. On l'a vu puisqu'il y a une majorité de projets d'habitat participatif qui se font en réhabilitation. Et cette idée préconçue, elle repose sur un sujet qui est trop méconnu. Donc c'est vraiment important pour nous de nous intéresser à ces projets en réhabilitation. Et c'est pour ça que je vais vous donner quelques éléments qui sont issus d'une étude qu'on a fait sur le sujet l'année dernière et que vous pouvez trouver sur notre site, à l'entrée, etc. Voilà. Alors, quelques éléments d'intérêt. Donc, on a fait cette enquête sur 435 projets de la base de données et 55 collectifs qui se sont portés volontaires pour qu'on étudie leurs projets. Et voici quelques enseignements.
Premièrement, 70% de ces projets en réhabilitation sont des réhabilitations globales. Donc réhabilitation globale, ça veut dire un travail assez ambitieux sur le bâti. Je m'en référence, j'ai cherché sur le bilan annuel 2023 de MaPrimeRénov' au niveau national. Sur ces projets, il n'y a que 12% de rénovation globale, alors qu'on est à 70% dans les habitats participatifs. Donc des projets qui ont une forte ambition écologique, tant du point de vue de la performance énergétique liée à la consommation d'énergie, que de la démarche bas carbone avec l'utilisation de matériaux biosourcés, filières locales, réemploi, etc. Deuxième enseignement, on a observé que 2/3 des porteurs de projets ont choisi de réhabiliter plutôt que de construire, pas par intérêt pour les belles pierres, un choix patrimonial, etc., mais par souci de ne pas artificialiser les sols ou de diminuer leur empreinte carbone. Donc, c'est-à-dire que cette démarche, elle révèle d'une véritable prise de conscience de l'empreinte écologique de l'habitat et d'un engagement des porteurs de projets en ce sens. Voilà, donc ces deux enseignements, qu'est-ce qu'ils nous mettent en évidence? C'est qu'à l'heure où on a des politiques publiques et une trajectoire de l'État pour objectif 2050, neutralité carbone et zéro artificialisation nette, en fait, les porteurs de projets d'habitat participatif sont vraiment les pionniers de ces deux engagements que nous portons collectivement, socialement, et que donc c'est vraiment essentiel d'encourager le développement de ces projets. Troisième enseignement, qui est complètement contradictoire avec ce que je viens de vous dire, ces projets sont complètement en dehors des radars et ne bénéficient quasiment aucun soutien public. Quelques chiffres. Alors que un projet sur 5 en habitat participatif, en neuf, 1 sur 5 est un projet à l'initiative d'une collectivité locale, merci aux collectivités locales d'être donc à l'initiative de 1 projet sur 5, ce chiffre tombe à 2% pour les projets en réhabilitation. C'est-à-dire que les collectivités qui ont cette belle énergie de démarrer des projets ont complètement oublié, même pas imaginé le fait, la possibilité d'impulser ces projets en réhabilitation. Donc vous avez bien compris qu'on passe le message. Et il nous semble vraiment essentiel de corriger cet aspect, alors même qu'on sait qu'il y a un tas de politiques publiques qui nous affirment, qui mettent en place des outils, etc., qui visent à la réhabilitation de tous les bâtiments qui ont besoin de cela. Deuxièmement, on trouve quasiment aucun projet dans les territoires prioritaires. Je pense aux quartiers politiques de la ville, mais je pense aussi à Action Cœur de Ville, Petite Ville de Demain, Village, enfin, voilà, tous ces programmes de politique publique qui sont développés. Dans notre enquête, on trouve quasiment aucun projet dans ces secteurs. Donc, deuxième élément de plaidoyer qu'on fait passer, incluons dans tous ces programmes, dans les boîtes à outils qui viennent avec ces programmes, l'outil habitat participatif, qui est un véritable levier pour agir sur ces territoires qui ont besoin d'action publique. Et troisième point, aussi relativement déprimant, mais qu'on veut porter et qu'on constate, ces projets dont on dit qu'ils sont pourtant vraiment exemplaires en termes d'ambition écologique, énergétique, démarche carbone, se voient systématiquement refuser l'accès aux aides de droit commun, et en particulier toutes les subventions qui existent autour de MaPrimeRénov' qui sont distribuées par l'Agence nationale pour l'habitat, pour des raisons administratives, juridiques, de cases qui n'existent pas, de procédures qui n'existent pas, et qui se voient, du coup, ces projets qui sont les plus exemplaires au regard des objectifs fixés collectivement, se voient refuser l'accès au soutien qui existe à cet effet. Et donc, c'est sur ce sujet de l'accès au droit commun que HPF a préparé un courrier qui va être co-signé à l'issue de cette table ronde par le Réseau national des collectivités, Habicop et Habitat Participatif France, auprès de l'ANA, auprès duquel on travaille depuis 2019, on va dire, voilà, pour essayer de pouvoir faire valider le fait que les propriétés sociétaires coopératives voilà, puissent bénéficier au même titre que les copropriétés des aides de l'ANA. Voilà. Donc merci Pierre-Charles pour ce résumé très, très rapide et structuré
des enjeux autour de la réhabilitation. Je demande à Ludovic de nous rejoindre parce qu'on aura aussi une deuxième signature à la fin de cette table ronde qui va plus marquer l'engagement qui est le nôtre avec l'association Passons-nous pour le développement de l'habitat participatif dans les quartiers populaires. Et donc là, Ludovic, je te laisse présenter Merci beaucoup. le manifeste. Donc oui, effectivement, un manifeste pour l'habitat participatif populaire. Donc juste en préambule, l'habitat participatif France travaille sur le sujet des quartiers populaires ou des quartiers prioritaires en politique de la ville depuis 2015. Alors je ne fais pas tout l'historique parce que je dois faire très court, mais en gros l'idée c'est d'une part de se dire qu'on ne réserve pas l'habitat participatif aux classes moyennes et puis cet enjeu de justice sociale qu'on revendique beaucoup dans le mouvement. Mais aussi ça nous semble du coup une bonne occasion de travailler concrètement à relier en fait différentes composantes de la société. Et donc depuis 2 ans, on a effectivement entrepris un travail d'alliance avec des associations d'habitants des quartiers populaires. Et dans le cadre de ce travail, on a coécrit avec l'association Passons-nous un manifeste pour l'habitat participatif populaire dont on voulait vous partager rapidement la teneur. Je ne vais pas vous le lire en entier, mais voilà, pour faire court, il rappelle d'abord que les quartiers populaires, je cite le texte, ne sont pas des déserts de mobilisation. Il rappelle également que les habitants des quartiers populaires, y compris parmi les plus précaires, sont nombreux à avoir un savoir-vivre, un plaisir de vivre ensemble en habitat collectif et un sens de l'intérêt général. Il explique aussi en quoi l'habitat participatif peut répondre à certains enjeux des quartiers populaires. Bien sûr, il permet d'apprendre à co-construire des habitats durables dans un cadre de vie respectueux, mais il répond aussi à des besoins de considération, de dignité et d'autodétermination des habitants et des habitantes. À force d'échanges avec les habitants pendant la rédaction de ce texte, on a choisi le terme habitat participatif populaire. Il a été d'abord instauré entre nous et on s'est dit qu'on allait mettre en avant ce terme pour matérialiser l'enjeu aussi de réappropriation de cette démarche. Les habitants des quartiers populaires doivent pouvoir inventer, je cite, leur propre vision de l'habitat participatif, le type d'espace commun, les modes d'autogestion, le niveau de participation, etc. On liste ensuite quelques enjeux pour réussir l'habitat participatif. Je fais très rapide. Faire de l'habitat participatif pour les habitants des quartiers concernés, et pas seulement pour faire venir d'autres habitants dans ces quartiers. Associer les habitants très en amont dès les phases de programmation. Certes, les projets ne sont pas alors certains, mais ils ont aussi du coup l'avantage de ne pas être déjà ficelés. Élargir les idées qu'on se fait de l'habitat participatif. C'est pas forcément que de la construction neuve, comme le disait Pierre-Charles à l'instant, mais ça peut également être en réhabilitation d'immeubles, qui relèvent de la rénovation urbaine notamment, ou encore des fois dans la simple mise à disposition d'espaces communs dans des bâtiments existants. Créer des cadres de discussion et de travail en confiance, et c'est là notamment le rôle et l'expertise des accompagnateurs de projets d'habitat participatif, d'accompagner ce type de démarche. Au-delà de ces enjeux qui relèvent surtout des bonnes dispositions d'esprit des habitants et des acteurs locaux, le manifeste appelle également à 2 choses. D'une part, la mise en place de dispositifs qui garantissent la possibilité aux habitants et aux habitantes de faire des propositions de projets d'habitat participatif dans les programmes de rénovation urbaine, et des moyens financiers pour faciliter la réalisation de ces opérations, qui peuvent être du coup à la fois en amont pour permettre aux habitants de s'organiser, de se former, etc., et du coup en financement notamment des espaces communs. Nous sommes donc heureux d'annoncer que ce manifeste va être signé publiquement à la fin de cette table ronde par ses rédacteurs, mais également avec le réseau national des collectivités et plusieurs de nos partenaires qui se retrouvent dans ces mots, notamment la Fondation Abbé Pierre, la Fédération des centres sociaux, alors ils ne sont pas tous là pour signer, mais ils sont tous co-signataires du texte, la Frugalité heureuse et créative dont Philippe Madec fait partie, qui était là ce matin, le réseau APA de l'habitat partagé et accompagné, dont Christophe a parlé tout à l'heure, la FEDAC, qui s'occupe de l'autoproduction et de l'entraide dans le bâtiment, Habitat Participatif Ouest, Chez Moi Demain, voilà, je ne cite pas encore tous les co-signataires. Mais l'objectif de ce texte, c'est de fédérer un réseau d'acteurs qui va être toujours plus nombreux et qui va se fédérer potentiellement sur ce sujet-là, qui nous tient à cœur et qu'on souhaite travailler dans la durée. Voilà. Merci Ludovic. Voilà, c'est un peu frustrant parce qu'il faut qu'on vous résume comment depuis 10 ans à la fois toutes les batailles qu'on a menées et pas toujours gagnées, mais celles aussi sur lesquelles on a réussi à avancer. Et grâce au partenariat avec les collectivités, le monde HLM, le réseau des caisses de retraite. Et je vois qu'on a grillé le temps qu'on avait pour les questions avec la salle, mais on va voir comment on se débrouille. Et en tout cas, ce que l'on souhaitait, c'est que ce qu'on a pu partager là, Alain Youn qui nous accompagne depuis, on va dire, depuis l'émergence de la loi, puisse nous donner un peu son sentiment au vu de ce que le mouvement a essayé de construire et réussi à construire depuis ces 10 dernières années. Voilà.
Merci à vous. Je voulais juste rappeler que Daniel Mossement était adjoint au maire de Montreuil et vice-président du réseau des collectivités, et il avait déjà à l'époque suivi cette avancée sur la loi. Je voudrais reprendre une formule qui avait fait Flores dans les années 70 sur ces 10 ans d'habitat participatif. J'ai envie de dire que le bilan est globalement positif, pour ceux qui se souviennent de cette formule célèbre. Donc il y a à la fois effectivement des espoirs et des frustrations, et je crois que ça a été dit avant, l'habitat participatif a été et est encore pionnier dans toute une série de choses et continue à l'être. Juste quelques remarques. La première, je pense que si nous voulons franchir une nouvelle étape, nous devons parler à toute la société et au plus grand nombre. Et j'ai parfois l'impression que nous sommes entre nous et c'est presque un délit d'initié. Et vraiment, c'est un appel que je nous lance, que je vous lance. Parlons à tout le monde, au plus grand nombre, sinon nous ne franchirons pas une nouvelle étape et nous resterons entre nous. Alors c'est un peu sévère que de dire ça comme ça, mais sinon nous n'y arriverons pas. Deuxième chose, 2014, ça a été un alignement des étoiles, pour ceux qui s'en souviennent. C'est-à-dire une ministre convaincue qui a demandé à son administration de faire des réseaux citoyens organisés, des collectivités organisées, mais également des bailleurs et des parlementaires. Et donc, je crois que c'est cette conjonction qui a permis de mettre en œuvre les choses. Aujourd'hui, on en est loin. Peu importe, c'est un autre sujet. Mais donc, je crois que l'histoire, ce type d'histoire, ce n'est pas tous les 3 ou 4 ans que cela se passe. Et si nous voulons franchir une nouvelle étape, il faudra à la fois qu'on s'adresse au plus grand nombre et qu'on arrive de nouveau à faire un espèce d'alignement d'étoiles. La troisième chose aussi, c'est quelque chose que j'adresse à nous. Réexpliquons plus largement à quoi sert l'habitat participatif et